imaginez que les gens de la diaspora aussi disent que ce pays, on l'abandonne, on n'envoie plus d'argent. Qu'est-ce que cela peut créer? Et c'est à ça que beaucoup invitent aujourd'hui la diaspora, c'est de se dire, ils font un mémorandum pour la cessation de toute injection financière sur une durée minimale de 6 mois, pour quand même créer le déclic au niveau national. Cela veut dire que ce soit les parents proches, que ce soit les activités d'investissement et autres, ils gèlent les revenus. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Dans ce numéro de votre émission L'Interview, nous recevons Madi Diabakate. Il est analyste politique togolais et avec lui, nous revenons sur la situation politique un peu tendue du côté de Lomé. Madi Diabakate, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Le 6 juin dernier, il y a eu des manifestations un peu éparpillées dans la ville de Lomé. Comment est-ce que vous appréciez cette première manifestation? Alors, je dirais d'abord que cette première manifestation est une nouvelle forme de manifestation, parce qu'elle n'est pas organisée par les partis politiques classiques, mais c'est un appel de Togolais et de leaders d'opinion à une manifestation pour crier le tollé vis-à-vis de la condition du Togolais de façon globale. Donc, on peut dire que beaucoup n'ont pas cru à la mobilisation, mais il y a eu un début de mobilisation qui a été stoppé par une répression des forces armées. Mais n'empêche, la mobilisation continue. Et la particularité aujourd'hui, c'est que quand la mobilisation est empêchée dans l'espace public, elle est quand même aujourd'hui possible dans l'espace numérique. Et c'est de cela que les Togolais usent. Justement, avant ces manifestations, il y avait eu un bouillonnement sur les réseaux sociaux. Les Togolais qui étaient très révoltés contre ce qui se passe dans le pays, la mauvaise gestion, l'arrestation de l'artiste Amron. Il y avait des promesses de rendre le pays ingouvernable. Mais quand on voit ce qui s'est passé, est-ce que les promesses ont été tenues? Non, je dirais que d'abord, le bouillonnement, il est en continu. Et il continue sur les réseaux sociaux, ce qui d'ailleurs montre que le mouvement n'est pas essoufflé. Maintenant, en termes de promesses, il est difficile de dire parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont appelé à la manifestation étaient conscients que ce n'est pas en 24 heures qu'ils allaient déboulonner ce régime. Mais le 6 constitue la date de départ d'une nouvelle approche pour lutter contre le système en place. Et donc, on peut dire que cela a été possible, mais cela doit continuer. Maintenant, affiner la façon de faire, c'est peut-être sur ces aspects qu'il faut essayer de revoir. Mais dans l'ensemble, il y a eu l'appel, il y a eu des gens qui sont sortis, il y a eu une répression comme d'habitude, mais cela ne moue pas la mobilisation. Et donc, il faut juste voir quel est le what next dans cette affaire. Le what next, qu'est-ce qui va suivre, vous voulez dire? Effectivement. Les organisateurs, entre guillemets, étaient conscients de tous ces paramètres. Mais il fallait tenter quelque chose pour commencer. Donc, maintenant, la suite serait peut-être de continuer le mouvement, d'en faire un mouvement qui va progressivement prendre de l'ampleur, puisque pour certains, il faut arriver à un niveau où les gens vont sortir de la maison et ne plus retourner jusqu'à ce que le pouvoir décide de les écouter. Pour cette fois-ci, ce n'est pas une mobilisation qui vient des partis politiques ou de la société civile. Qui donc est à la base de ces mouvements que nous constatons à Lomé? En fait, le mot d'ordre, il est simple, c'est-à-dire sors pour toi-même et non pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, on peut dire que chaque Togolais qui est sorti est à la base de ce mouvement. Chaque Togolais qui est sorti est à la base de cette mobilisation pour un meilleur être. Donc, il n'y a pas de leader, et c'est d'ailleurs ça la spécificité de la chose, mais il y a des acteurs qui conseillent, qui orientent sur comment est-ce que ce mouvement populaire doit agir. Mais les vrais leaders, c'est ceux qui sont sur le terrain en train d'affronter la répression. Un mouvement qui n'est donc pas organisé, si je vous comprends bien. Quelles sont ses chances de réussite s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de coordination? Je pense que c'est une question de paramètres. Un mouvement qui n'est pas bien organisé, et pourtant, il y a eu beaucoup de Togolais qui se sont entendus sur une date donnée. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est peut-être une nouvelle façon de faire qui n'est pas habituelle, mais indirectement, c'est un désordre ordonné. C'est ça en fait. Parce que les gens relaient un message et les gens donnent l'approbation à ce message et les gens s'engagent vis-à-vis de ça. Et c'est ça la particularité de tout ceci.
la manifestation du 6 juin dernier est intervenue suite à l'arrestation de Narcisse Esowetchala, cet artiste connu sous le nom de Amron. On dira que son arrestation est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi maintenant, alors qu'avant lui, il y a eu l'arrestation de l'artiste Afesio, de l'activiste Jean-Paul Omolou? Non, je dirais qu'on ne peut pas ne pas reconnaître que cette erreur de plus a été fatale dans la mobilisation contre le régime. Et c'est une question, il y a un seuil. Vous voyez, les autres ont été arrêtés, certains se sont même ridiculisés en demandant pardon, alors que le régime, lui, s'en fout de ça. Et donc, les gens, cette fois-ci, n'ont pas pu digérer celle-ci, c'était celle de trop. Et bien évidemment, là où les Togolais sont arrivés aujourd'hui, je peux vous rassurer que même la libération de Amron ne va pas arrêter cette mobilisation. Et c'est ça la particularité, parce que les gens ont compris que le régime n'a pas changé de méthode. La torture, les approches utilisées dans le passé avant la conférence nationale, Casaboua, tout ça, c'est toujours d'actualité. Et le plus grave, c'est que c'est maintenant dans la capitale. Au moins avant, c'était dans la brousse. Aujourd'hui, c'est dans la capitale qu'on torture, ou dans des lieux comme le SCRIC. Donc, il faut aujourd'hui juste comprendre que les Togolais en ont ras-le-bol. Ils ont peur. Ils sont là à main nue, mais ils ont quand même décidé d'utiliser le seul outil à leur disposition, c'est leur téléphone. Et en plus du téléphone, ils veulent maintenant descendre dans la rue et s'exprimer, mettre fin au silence. Et c'est tout cela qui aujourd'hui favorise une telle mobilisation, parce que chacun essaie de mettre ses mots sur les mots MAUX dont le pays souffre. Et nul n'est à l'abri. Sur le plan social essentiellement, il y a beaucoup de choses. L'impunité, l'injustice, tout cela ne fait que exaspérer les Togolais. Et c'est cela qui va conduire et alimenter le mouvement, rien d'autre que ça. Alors, même aujourd'hui, des gens ont été arrêtés. Donc, c'est un plus également. Oui, effectivement, des arrestations se poursuivent à Lomé. Après ces manifestations, on a appris l'arrestation d'un responsable étudiant qui a eu le tort d'appeler à la libération de Amron, qui est actuellement interné dans un centre psychiatrique. Alors, Monsieur Diabakate, on a noté aussi la sortie par 2 communiqués successifs de Madame Marguerite Nyakade, qui est ancienne ministre des armées de Faure-Gnassingbé. Elle a dénoncé la mauvaise gestion du pays depuis 20 ans que Faure-Gnassingbé est au pouvoir et a appelé à la libération des prisonniers politiques. On peut se demander pourquoi c'est seulement maintenant qu'elle sort. Mieux vaut tard que jamais. Et je pense qu'elle a eu suffisamment le temps, en tant qu'une femme et mère de famille, de comprendre dans quoi nous nous enfonçons. Et Madame Nyakade, bien sûr, a un passif avec le parti au pouvoir, mais cela ne va pas nous amener à douter de ce qu'elle rapporte aujourd'hui. C'est plutôt une assurance, parce qu'elle était dedans, elle a vu, elle était à un niveau stratégique, elle a vu beaucoup de choses. Donc cela lui donne suffisamment d'éléments pour parler de ce qui ne va pas. Et donc, mieux vaut tard que jamais. Amron s'est basé sur les éléments de Dame Nyakade pour pouvoir faire ses sorties. Et ça a fait mal. Et donc, justement, nous sommes contents que Dame Nyakade sortent régulièrement pour nous donner de la matière. On sait qu'actuellement au Togo, l'opposition est presque inexistante. La société civile est en quelque sorte sous le contrôle du pouvoir de Faure-Gnassingbé. Est-ce que Marguerite Nyakade peut être finalement la nouvelle figure de cette opposition que les Togolais recherchent en vain? Non, en fait, Faure-Gnassingbé a réussi l'exploit de terminer tout le monde. Et cet exploit-là conduit maintenant à un niveau où il n'a plus personne en face de lui. Mais il a en face de lui des jeunes, des enfants qui n'en ont rien à foutre. Vous voyez, malheureusement, avant, imaginez qu'il y avait aujourd'hui 40 ou 50 opposants à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les structures, tout ça là. Est-ce que vous pensez que Faure-Gnassingbé serait contraint aujourd'hui d'aller arrêter de force un enfant et de le déclarer fou pour pouvoir cacher ses lacunes? Non. Et donc, aujourd'hui, Faure n'aura plus la chance d'avoir devant lui des opposants qui vont essayer de traiter avec lui dans tout le protocole et le format habituel. Non. Faure-Gnassingbé a aujourd'hui devant lui des Togolais lambda qui, comme dans tout pays normal, expriment leur ras-le-bol. C'est ça, en fait, ce que Faure-Gnassingbé lui-même il a créé.
Alors, je parle de Marguerite. Je parle de Marguerite Niakhaté. Elle n'est pas togolaise lambda. Il n'y aura aucun visage. Non, il n'y aura aucun visage parce que Dame Niakhaté, jusqu'à présent, ne fait que apporter son soutien et dénoncer les choses et appeler les Togolais à l'action. Ça ne veut pas dire qu'elle veut incarner une affaire de leadership vis-à-vis de Faure. Non. Et tout comme aujourd'hui, aucun acteur de l'opposition ne peut se prendre le risque de freiner cette mobilisation parce que c'est une mobilisation des Togolais. Et pas pour quelqu'un, mais pour les Togolais. For Togolese by Togolese. Et c'est ça, en fait, la particularité. Ce n'est pas pour un leader. Il n'y aura pas de leader qui va émerger d'une classe politique classique ou traditionnelle, non. Marguerite Niakhaté, comme cet artiste Amron, sont tous de l'ethnie du chef de l'État Faure Gnassingbé, de Kabylie. Bon, on sait qu'au Togo, les Kabyliens d'habitude sont soudés derrière le pouvoir des Gnassingbé. Est-ce qu'on peut considérer que désormais la donne est en train de changer et que le mur s'est fissuré et qu'il y aura des changements à l'interne? Non, c'est l'image que le pouvoir a toujours voulu nous présenter. Je pense que depuis le premier vent de la démocratie, il y a eu des Kabyliens qui n'étaient pas avec ce système et qui l'ont exprimé. Mais aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a eu des Kabyliens qui étaient avec le système et qui se désolidarisent. Donc, c'est à deux échelons maintenant. C'est-à-dire ceux qui étaient avec le système, qui se désolidarisent du système, et ceux qui n'ont jamais été avec le système et qui continuent par être engagés. Et donc, c'est le mythe Kabylie qui est en train de tomber. Et pour moi, ça a toujours été une stratégie du parti au pouvoir d'appeler à une mobilisation Kabylie contre tous les autres, soi-disant que leur pouvoir est menacé. Mais au même moment, cela s'est poursuivi par cette conception suivant laquelle il y avait un pouvoir au nord et qu'il fallait empêcher les gens du sud de le prendre. Je suis désolé, dans chaque localité au Togo, il y a des gens qui, pour leurs intérêts, pensent qu'il faut être avec le pouvoir en place. Et il y a des gens qui, pour leurs convictions et leurs valeurs, pensent qu'ils ne peuvent pas être avec le pouvoir en place. Donc, c'est juste qu'il y a beaucoup de déçus parmi ceux qui étaient avec le pouvoir en place qui commencent par se désolidariser de ce pouvoir en place. C'est la nuance qu'il faut tenir. En 2017, on avait vu les grandes mobilisations qui ont sérieusement ébranlé les fondements du pouvoir de Faure Gnassingbé, mais finalement, il a complètement repris le dessus et a vaincu tous ses opposants. Est-ce que ce qui se passe maintenant ne risque pas de connaître le même sort ou même de ne pas avoir l'intensité de ce qu'on a connu lors des manifestations de 2017? Ce que je peux dire en lisant 2017 et en voyant 2025, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en train de mobiliser ont appris de 2017. Et la seconde chose, c'est qu'il n'y a aucune figure aujourd'hui qu'on va prendre pour faire essouffler ce mouvement, contrairement au fait qu'on s'est débrouillé pour envoyer Tipi en exil après 2017 et fragiliser les autres de l'opposition. Non, aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont hors du pays, c'est des acteurs qui sont dans le pays, mais c'est tous les Togolais qui expriment leur quotidien. Et c'est là où c'est difficile. Et beaucoup de Togolais se retrouvent maintenant des points de convergence dans le malheur. C'est-à-dire, ils constatent qu'ils sont tous malheureux. Nul n'est mieux que l'autre. Et pourquoi? À cause de la gouvernance. Et donc, c'est autour de ça que va se jouer ce qui se passe actuellement. Et peut-être s'ils ont appris aussi de 2017, je dirais qu'ils sont en train d'appeler à mettre en œuvre quelque chose qui était cher à Tipi, ce qu'il appelait le maillage du territoire. Et le maillage du territoire permet aujourd'hui de rendre vain la mobilisation des forces armées. C'est-à-dire, les mouvements sont dans chaque quartier pratiquement et les gens sont chez eux. Et à partir de chez eux, ils peuvent contrôler toute intrusion externe qui est celle des forces armées en réalité. Le peuple togolais a eu de très tristes, de très sombres histoires avec le pouvoir des Gnassingbé. Il y a 2005, avec des centaines de morts lors de l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Il y a eu d'autres événements aussi où le peuple est un peu traumatisé par la violence des répressions de ces manifestations. Est-ce que vous pensez que maintenant, ça va changer? Non, permettez-moi de rappeler Fréo Jardin, le plus tristement célèbre de tout ça. Et tout cela, c'est la marque de fabrique du régime. Réprimer, traumatiser pour dissuader. Sauf que si ça se répète, si les Togolais y vont à chaque fois, c'est parce qu'ils ont envie de mettre fin. Et le mouvement qui se fait aujourd'hui est dans cette même logique.
Ils ne rêvent pas, ils ne font pas confiance aux forces armées togolaises. Ils savent qu'ils sont là et c'est une armée qui est là pour défendre ce régime. Mais cela ne les empêche pas de sortir. Donc, à un moment ou un autre, les Togolais savent que pour mettre fin à cette situation, il va falloir maintenir la pression, que ce soit sur les forces armées, que ce soit sur le pouvoir politique. Et on a déjà vu quelques mobilisations qui étaient en marge du SIX pour dénoncer la mobilisation des miliciens. Ce qui fait que cette fois-ci, les miliciens ne sont pas facilement rentrés en jeu. Donc, il va falloir continuer à dénoncer tout cela. Si Faure Gnassingbé n'est pas capable d'avoir une bonne image chez lui, n'est pas capable de bien diriger son pays, je suis désolé, il n'est pas un exemple pour aller médier dans d'autres pays. Et c'est ça que les Togolais veulent aujourd'hui faire voir à l'opinion internationale. Le narratif était conduit par Faure et ses conseillers et ses cellules de communication. Aujourd'hui, la vraie face du Togo est relayée par des Togolais ordinaires et lambda sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils vivent. Vous parlez des miliciens, ce sont ces nervis-là qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, je ne veux accuser personne, qui sont déployés pour mater, pour violenter les manifestants dans les rues de Lomé. Alors, on parle de Faure Gnassingbé tout en oubliant peut-être qu'il n'est plus le président du Togo, il n'est que le président du Conseil des ministres, avec cette nouvelle constitution qui fait passer le pays dans la 5e République. Est-ce que ce tour de passe constitutionnel n'a pas aussi contribué à mettre de l'huile sur le feu? Non, c'est une contrebande qui est en cours parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé, en devenant président du Conseil, s'est arrogé les pouvoirs du président de la République et du Premier ministre sous la 4e République. Il s'est arrogé tous ses pouvoirs avec en bonus le fait qu'il n'a même plus besoin d'être élu par les Togolais. Et donc tout cela exaspère les gens parce que les gens il y a certains qui ont cru naïvement. Faure a dit qu'il va terminer le mandat de son père. Après, il a fait 2e mandat. Il a dit sur Deutsche Welle que 3 mandats au plus c'est bon. Il a terminé son 4e mandat. Et maintenant, il veut ouvrir la voie à un mandat illimité en se faisant passer pour un président du Conseil. Et ça, normalement, il faut quand même être un mouton de Panurge pour croire que ça va donner quelque chose. Et c'est ça que les Togolais qui ont refusé d'être des moutons de Panurge expriment aujourd'hui face à des Togolais qui sont restés dans la logique de Panurge. Donc, c'est dans ça que tout se joue aujourd'hui. On ne peut pas, avec la même équipe d'incompétents, avoir quelque chose de positif. C'est ça ce que les Togolais veulent dire. Ces manifestations sont fortement suscitées par les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux pour la plupart que les gens planifient, dénoncent. Est-ce que pour le Togo qu'on connaît, il ne risque pas d'avoir de coupure d'Internet d'une longue durée pour empêcher les gens de s'organiser sur les réseaux? Les réseaux sociaux connectent les Togolais et leur permettent de comprendre qu'ils ont les mêmes problèmes. Mais qu'on le coupe ou pas, on va devoir le remettre un jour. Et donc, vaut mieux régler le problème que de chercher à régler les conséquences. Donc, les Togolais sont conscients que ça ne va pas. Ils se le disent à cœur ouvert sur des plateaux et à travers une distance qui est désormais inexistante. Parce que sur un réseau social, on peut parler et celui qui est à Takpemba, celui qui est à Koumongu, celui qui est à Djankassé peut recevoir le message à la minute près. Et c'est ça qui montre aux Togolais qu'ils ont vraiment des choses en commun. Et donc, le couper ou pas, les gens ont déjà installé des VPN. Donc, s'il faut couper même Internet, ils sont préparés à toutes ces éventualités. Et je vous assure que même si ça continue, les gens vont envoyer les messages et vont aller dans les pays voisins poster. Donc, il faut juste qu'on traite le vrai problème au lieu de croire qu'on peut tout régler avec la force. La diaspora aussi interagit beaucoup avec l'intérêt avec les populations restées à Lomé. Concrètement, quel rôle est-ce que les Togolais de la diaspora jouent dans la nouvelle dynamique que nous constatons? Je pense que le premier, c'est la solidarité, sauf que c'est une solidarité à 2 niveaux. La solidarité au premier niveau, c'est d'être également, de faire écho de ce qui se passe au Togo à l'extérieur pour attirer l'attention sur le Togo. Mais la seconde, c'est que si les Togolais ont pu jusqu'aujourd'hui s'en sortir malgré la mauvaise gouvernance, c'est parce qu'il y a une diaspora qui permettait de pallier ce que faisait le gouvernement. Imaginez aujourd'hui au Togo, les services sociaux, tout ça, c'est les ONG à travers la diaspora. Même les familles, la subsistance quotidienne, c'est à travers les frères et sœurs de la diaspora que c'est possible aux gens de vivre. Et donc aujourd'hui... Les transferts d'argent viennent beaucoup de la diaspora. Exactement.
Directement ou indirectement, les transferts viennent quand quelqu'un est en train de construire. Les gens de la c'est eux qui construisent à Lomé. C'est pour ça que certains ouvriers ont de quoi manger. Imaginez que les gens de la diaspora aussi disent que ce pays, on l'abandonne, on n'envoie plus d'argent. Qu'est-ce que cela peut créer? Et c'est à ça que beaucoup invitent aujourd'hui la diaspora, c'est de se dire, ils font un mémorandum pour la cessation de toute injection financière sur une durée minimale de 6 mois, pour quand même créer le déclic au niveau national. Cela veut dire que ce soit les parents proches, que ce soit les activités d'investissement et autres, ils gèlent les revenus. Et ça peut faire prendre conscience aussi à ceux qui croient qu'ils doivent juste se taire et manger leur petit pain quotidien, que les choses sont empirées. C'est-à-dire c'est la diaspora qui fait vivre le Togo. Mais des gens se prévalent de cela pour dire que c'est eux et s'accrochent au pouvoir. Donc il faut que la diaspora puisse démontrer que c'est elle qui fait vivre le Togolais. Quand vous prenez le gouvernement, on a combien de fonctionnaires? Et c'est ceux-là seulement que le gouvernement paye. Le reste, c'est les investissements de la diaspora. Et donc, il faut rétablir les rôles et les responsabilités. Dans les manifestations, on ne voit pas exactement l'objectif que les gens recherchent. Est-ce que, comme on le voit dans les dénonciations, c'est pour une meilleure gestion des ressources publiques ou bien simplement de mettre fin au pouvoir de Faure Gnassingbé qu'il a hérité bien évidemment de son père? Oui, c'est clair que chacun a sa façon ou son objectif. Mais aujourd'hui, les Togolais, eux, ils comprennent juste une chose, c'est qu'il faut que la gouvernance change. Et pour que cette gouvernance change, ils doivent se mettre ensemble. Maintenant, est-ce que Faure Gnassingbé va apporter des réponses concrètes par rapport au changement de la gouvernance pour calmer certains? Est-ce que certains vont dire, malgré tout cela, nous, on pense qu'il faut mettre fin à Faure et à sa clique? Tout cela peut être lu à travers les différentes interventions. La particularité aujourd'hui, c'est que Faure a l'obligation de répondre jusqu'au jour où les gens lui diront que nous sommes satisfaits de la réponse que tu as apportée. Mais tant que les gens ne sont pas satisfaits de la réponse qu'il apportera, les mouvements vont continuer et c'est ça la réalité en fait. Je vous pose une dernière question. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité politique au Togo, ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations contre les Gnassingbé au pouvoir, mais cela s'est toujours soldé par un échec. Est-ce que vous croyez qu'il y aura finalement un déclic, que les populations vont finalement secouer le cocotier? Non, moi je suis croyant par essence. Et en étant croyant, je reste convaincu que le changement est possible pour les Togolais s'ils s'y mettent et se donnent les moyens à cet effet. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, les Togolais doivent prendre la mission qui est la leur et l'assumer pleinement, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Madi Diabakate, de nous avoir apporté votre éclairage, votre lecture sur la situation politique actuellement un peu tendue au Togo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir participé à ce numéro de l'interview. Merci et on reste en contact. Bien à vous.